Top 10 all time. C'est lundi. Oui, monsieur. This is Monday. Yes, sir. Voilà. Vous savez, vous connaissez les beaux, comme on dit. Le bain, il est beau. Comment ça va, Alex? Bah écoute, ça va bien, nickel. Hein, On a enfin mis le week-end dans le rétro. c'est ça, bah comme chaque lundi, on est là, on fait God damn it. enfin, ça y est. On y est. On voit encore quelques irréductibles là qui sont là, oui, c'est lundi, nanana, c'est pas bien le lundi et tout. Bon, on compte sur vous hein, pour faire passer la bonne parole. Exactement. Attention à vous et à vous. On vous a vu, dédicace évidemment au poteau, au Domingo et à l'équipe de Popcorn qui était tout tristoun d'avoir un lundi qui débarquait. Non, j'ai pu compter sur la commu de Trash Talk pour envoyer derrière des Best way of the day. Bien évidemment. Ça, personne l'a jamais dit. Non. C'est un truc de fou. Par contre, ça c'est mais c'est le truc qui s'est le plus répandu sans que personne l'ait jamais dit. Tu vois. C'est le plus gros assumage de l'histoire de cette chaîne. Ce qui est sûr et certain, c'est que nous sommes lundi, le meilleur jour de la semaine, et que ici c'est la grande forme, et qu'on espère que vous ça va aussi. Top 10 all time, comme tous les lundis de cette saison NBA 2021-22. Je crois que nous avons fait récemment un peu de back courte. Ouais, on a fait du back courte, tout à fait, et c'était fort intéressant de s'occuper de duos comme ça. Je crois qu'on avait déjà fait un vieux top 10 qui pourrait mériter un jour d'être updaté, mais sur les Big Three. Les trios, tout à fait. Les trios. Et là, on est sur des trios, mais avec des critères spécifiques, quoi. Exactement. On va pouvoir y revenir parce que c'est vrai qu'on a envoyé plein de critères sur les back courtes. Facilite pas l'exercice d'ailleurs. Hein. Oh pétard, ouais. Retroussez-vous les manches. Vous y attendiez. Évidemment, quand on a fait le back court, certains se sont dit « Oh, est-ce que c'est la semaine d'après, etc. » Tatata, nous voici. On va parler front courte. Alors, c'est très très simple. Hein. Évidemment, on va respecter le line-up habituel. On va susurrer. On va expliquer évidemment le thème d'aujourd'hui. On va se poser aussi une grosse question culinaire. Après, mention honorable, tablette, youpla boum, pif paf pif paf pouf. Comme d'hab, quoi. De 10 à 1. Du classique, quoi. Du classique. Du lundi, quoi. Exactement. Du très très bon. Et donc... Avant d'expliquer le thème de cet incroyable Top 10 All Time, nous vous rappelons que sur cette saison NBA 2021-22, et oui, les Top 10 All Time sont brought to you by Tarmac. La marque basket, Tarmac, hein, avec un T au début et un K à la fin, ça rappelle d'autres personnes. Oui. C'est la marque basket de Decathlon, Yes, petite multinationale française qui, ma foi, fait... Ah oui, c'est un hoodie Decathlon, ça. C'est un hoodie Tarmac même. C'est un hoodie Tarmac. C'est un hoodie Tarmac. C'est fort agréable, je dois avouer. Voilà. Je suis très détente dedans. Ouais, ils sont sympas. Je vais m'endormir. J'en ai un rose, moi. Ah oui, toi, t'as le sympa. rose. Ouais. Il est sympa. Pour les naissances. Pour les naissances, bleu, rose, tout ça. On peut varier sur les styles. J'aime bien le rose. Oui. Bref, marque basket de Decathlon, partenariat avec la NBA. Des chaussures à l'effigie de plusieurs franchises, des chaussures et des textiles, des trois quarts, des shorts, ou je dis peut-être des bêtises sur les shorts, mais en tout cas des sacs à dos, ça c'est sûr. À l'effigie par exemple des Bulls, ou à l'effigie des Bucks, ou des Nets, ou des Knicks. Les Celtics. Ouais, des Lakers aussi. Peut-être des équipes qui vont être mentionnées dans ce top 10. Voilà, le Miami Heat aussi. Voilà. Les Rockets évidemment. Incontournable Rockets. Il y a une collection Mavs qui a vu le jour récemment. Tout à fait. En mode collection spéciale. En mode surfons sur la vague. Ouais, en mode vive la Slovénie. En mode vive la Slovénie, tout à fait, ou l'Allemagne, ça dépend dans quel type de registre que vous êtes. Mais dans tous les cas, vous pouvez retrouver toute cette collection dans la descro de cette vidéo. N'hésitez pas à y aller. Foncez voir les poteaux de Tarmac. Merci à toute la team Decathlon/Tarmac. On continue, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. C'est une affaire qui roule. The Monday. C'est une affaire rondement menée, comme on dit. Hein. Peut-être que ces équipes qui font partie de la collection seront mentionnées aujourd'hui. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'on va devoir expliquer le thème de ce lundi. Front courte. Non, nous ne sommes pas sur les gens qui possèdent le plus d'espace entre leurs cheveux et leurs sourcils. Nous sommes sur la ligne intérieure. Allez, le front courte, le court frontal. C'est quoi, Alex? C'est l'ailier, le poste 3. Plus l'ailier fort, le poste 4, plus le poste 5, communément appelé le pivot. Alors évidemment, ça va être assez intéressant comme exercice parce que par rapport au duo, hein, vous avez noté que là ils sont 3, que du coup c'est plus dur d'avoir des fronts courtes qui jouent tellement longtemps ensemble. Oui. C'est vrai, hein. C'est vrai. Les bacs courtes, on en a eu quand même une pelletée là, 8 saisons, 9 saisons, 12 saisons, machin. Bah là, des fronts courtes à 10 saisons, tu sais que le tour il est très très vite fait. Hein. Ah bah entre une coloc à 3 ou un couple. Qu'est-ce qui dure le plus longtemps? La coloc à 3 évidemment.
Mais t'es d'accord, les fronts de courte, Mais bien sûr, c'est plus compliqué. Durée de vie, longévité d'un front de courte, parce que voilà, il suffit qu'il y en ait un qui bouge, une blessure, enfin il peut se passer plus de choses vu que vous avez 3 joueurs, donc ça c'est le premier paramètre, élément, critère important. Moi en tout cas qui m'est apparu en faisant mes recherches, j'étais là genre ok, ah ouais, ah non en fait ouais, ils ont joué que 3 saisons ensemble, bon ils ont fait 2 finales, tu vois, genre tu sais qu'un front de courte qui a joué 4 saisons ensemble, qui a fait genre 3 finales et puis qui a 1 ou 2 bagues, c'est déjà bien sérieux en fait. Il y a moyen qu'on en parle dans cette vidéo. Non mais t'es d'accord, hein. Mais bien sûr. C'est déjà pas mal en fait. Et on va être totalement transparent. Avec Alex, on se parlait en off, on était là. Ah, comment t'as fait pour les fronts de courte? Et toi, comment t'as fait pour les fronts de courte? No spoiler, mais c'est compliqué parce qu'il y a des fronts de courte où il y en a 2 qui restent vachement longtemps. Et puis il y en a un moment, il s'est collé sur le duo. Et puis après, il y en a un autre qui l'a remplacé. Donc du coup, c'est le front de courte dans sa globalité. Hyper dur d'avoir juste un seul front de courte. Ce qui est sûr, par contre, dans les règles, si vous voulez participer, c'est que quand on parle de front de courte, on va avoir la même règle que pour le back court, Alex. On ne prend pas 2 meneurs ou 2 arrières. On veut, comme tu l'as dit, un poste 5, un poste 4 et un poste 3. Pourtant, dans l'histoire de la NBA, on a eu des très très beaux fronts de courte avec, par exemple, un très bon pivot et un très bon backup, avec un ailier fort discret et un excellent ailier. On peut avoir de ça. Je veux dire, il y a différents fronts de courte qui sont bons. Ok, je vois ce que tu veux dire. Là, nous, on veut vraiment les 3 très très forts qui étaient ensemble. Oui, faut qu'ils soient ensemble sur le terrain le plus de minutes possible. Enfin, tu vois, genre évidemment, c'est vrai que s'ils sont juste croisés une seule saison, c'est pas terrible. Après, tu peux avoir différentes compositions. Là, le front de courte par rapport au back court offre encore plus de possibilités. T'as des fronts de courte un peu small ballisés. Moi, je vais parler de fronts de courte un peu small ball. C'est-à-dire des fronts de courte dans lesquels pas forcément un vrai pivot. Je vais te parler de front de courte aussi dans lesquels c'est qui vraiment l'ailier fort là-dedans. Tu vois, c'est 2 bons ailiers, 2 très forts ailiers, poste 3, dont un qui pouvait un peu glisser en 4 avec un super pivot par exemple. Bien sûr. Ça peut faire des très bons fronts de courte. Donc t'as pas mal de modèles parce qu'en fonction des qualités athlétiques, des qualités techniques des joueurs, t'as plusieurs façons de construire un front de courte. Tout à fait. Et évidemment, dans la NBA actuelle, comme vous le savez, on est un peu à l'opposé de ce qui s'est passé dans l'histoire de la NBA. On en parlait dans la vidéo du backcourt. On est plus dans une ère du backcourt dominant. On a des meneurs et arrières ultra dominants. La NBA, dans toute son histoire, a quand même été souvent dominée par le secteur intérieur, donc des années 40 jusqu'aux années 2010 à peu près, même s'il y a des joueurs qui ont fait attention des dingueries au poste de meneur et d'arrière, évidemment, mais voilà, ne soyez pas aussi étonnés si, Alex, je sais pas toi, mais dans cette vidéo, des joueurs actuels, wow pétard. C'est pas comme si le front de courte était vraiment d'actu. On a, ceci étant dit, un retour en force de joueurs intérieurs. Là, au moment où on parle de cette vidéo, il y a notamment Giannis, Embiid, Jokic, d'autres très très grands qui dominent. Mais on n'est pas dans la même veine. Pour celles et ceux qui peut-être découvrent la NBA ou découvrent tous les codes, on n'est pas dans la même veine et les mêmes habitudes et les mêmes codes que dans les années 60, 70, 80, où Alex, quand tu étais general manager, la première chose que tu devais chercher, c'est ton front de courte. Ouais, ton front de courte, un pivot, un gros ailier fort. C'était la loi. Bien sûr. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une période dominée quand même par les ailiers. Par définition, les ailiers font partie du front de courte. Et comme on a beaucoup... Ouais, et le backcourt aussi. Les ailiers et le backcourt, ouais, enfin, quand même, là, tu vois, genre, les gros joueurs dominants, Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo, Kawhi Leonard... le basket reste un sport de grand, donc ça... LeBron, c'est des ailiers. Tout à fait. Ces gars-là sont des ailiers. Ailiers forts. Des forwards. C'est des forwards, tu vois, donc qui sont dans le front de courte quand même, beaucoup. Bien sûr. Et t'en as quand même pas mal. En plus, en ce moment, au moment où on parle, on a quand même 2 pivots un petit peu sérieux, quoi. C'est ça. Donc, voilà. Donc, non... Mais t'as raison de le signaler, c'est vrai que les équipes actuelles, pas si simple. C'est pas si simple, et donc notamment dans le jeu, parce que je vois qu'il y en a plein déjà qui sont en train de se retrousser les manches et d'écrire en caps lock LeBron, AD, etc. On verra si ces garçons notamment sont mentionnés, mais on ne veut pas, Alex, dans l'exercice dont on a parlé de nous en off, on ne veut pas juste un duo à qui on essaye de coller une 3e personne pour dire que c'était un grand front de courte, on essaie quand même d'avoir quelque chose d'un peu aligné. Voilà, t'as souvent des disparités de niveau. Après, moi je peux accepter qu'il y a un gros ailier fort et que le pivot soit un peu moins une resta, mais il faut quand même qu'il ait un rôle bien précis, une utilité, qu'il y ait une complémentarité du coup. Là, la complémentarité très importante. Tout à fait. Très importante. Est-ce que c'est un front de courte qui est capable de jouer vraiment bien des 2 côtés du terrain grâce à la complémentarité et à tout ce qu'il propose ? Est-ce qu'il y avait...
Est-ce qu'il y avait un ou plusieurs Hall of Famers dans ce front de courte? Bien sûr. Est-ce qu'il y avait le meilleur joueur de l'équipe dans ce front de courte? Parce que t'as des fronts de courte de taré, mais le meilleur joueur de l'équipe, il était dans le back courte. Ah ouais. Est-ce que ça diminue un peu l'impact de ce front de courte ou est-ce qu'au contraire ça l'augmente? Tu vois, genre, il y a... Bien sûr. Bah, c'est comme on avait parlé dans la vidéo du back court, c'est que quand ton meilleur joueur c'est un mec du back court, il y a moyen que ça aille loin. Évidemment, quand on parle de titre, de longévité, de toutes ces choses, le top of the pop aussi, évidemment, parce que c'est rarissime, Alex, c'est d'avoir les 3 joueurs du front de courte All-Star. Bon, bah alors là, t'es tout en haut de la pyramide parce que. En même temps, ouais. Bah, ça c'est salaud quand même. Il n'y en a pas 50. En même temps, il n'y en a pas 50, mais il y a moyen qu'on en parle aujourd'hui. Oui. Parce que quand t'es dans la même équipe et que t'es là, genre, ah tiens, c'est marrant, les 3 ont représenté leur franchise en étant dans le front de courte, ou bien, tiens, c'est marrant, ces 3-là, ils ont été dans une série que Alex et Bastien ont fait sur Trash Talk il y a quelques mois qui s'appelait le Top 100 All Time. Quand tu as du joueur dans ton front de courte là, a posteriori, qui a fait partie du top 20, 25, 30, 50 des meilleurs joueurs de tous les temps, tu fais c'est sérieux ou pas? C'est sérieux ou pas? Je suis d'accord. Nous sommes d'accord. Yes, oui, d'accord. Ça me fait pas mal de... Donc, complémentarité, production statistique des mecs, All-Star, Hall of Famer. Est-ce que tu as le meilleur joueur de l'équipe dans ton front de courte? Est-ce que ce front de courte a réellement été le fer de lance d'un titre? Historiquement, la domination. Tu vois? Bien sûr. Il y a... beaucoup d'éléments assez objectifs comme ça. Vous aussi, vous pouvez y participer. Pas mal de recherches à faire sur cette histoire de front de courte parce que j'imagine que celles et ceux là qui débarquent sur la vidéo et à qui on fait des bisous parce qu'on va bientôt parler de bouffe comme vous le savez, et bien vous devez vous dire attends, des fronts de courte à qui ça me fait penser? Souvent on pense aux géants, on se dit tiens il y a des Twin Towers, il y a des grands à droite à gauche et lui il y avait qui à côté? Faites des recherches, c'est aussi à ça, moi j'avoue que m'a servi pas mal et que je l'ai trouvé assez plaisant à préparer ce top 10, c'est que tu retrouves des trios qui étaient en fait ultra complémentaires et puis certains te disent ah je pensais pas qu'ils avaient joué autant de temps ou si peu de temps ensemble. Il y en a pas mal comme ça. Ah, il y en a plusieurs. En fait, moi j'ai pas mal de fronts de courte, genre 3-4 saisons ensemble. C'est compliqué de faire plus. Et voilà. Et alors en fonction de ce qu'ils ont fait dans ces 3-4 saisons, là tu commences à orienter ton classement en fait. Je suis bien d'accord. Nous sommes donc sur le top 10 all-time des fronts de courte. Quelque chose à ajouter? Ça me paraît pas mal. Je regarde un peu mon classement pour voir si on aurait oublié des critères. Mais non, ça me paraît pas mal. Non, faut être grand. Faut être grand, avoir un peu de détente. Faut être grand, voilà, un peu de détente. Ah, et du deux côtés du terrain, évidemment, si on peut quand même. Côté du terrain, qualité technique, tout ça. C'est ça. D'où le troll, évidemment, de notre cher Léonce, voilà. Qui a sous une suggestion d'Alexis Nathan, évidemment. On va pouvoir enchaîner avec une grande question. The question. Tout à fait, nous sommes lundi, et donc forcément, qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange? C'est une bonne question, ça. Qu'est-ce qu'on pourrait manger là en ce début de printemps? Parce que là c'est le début du printemps quoi. Ah, j'ai vu qu'il y a eu des remarques sur YouTube sur la sélection des légumes de printemps. Attention Alex. C'est-à-dire? Là il y en a qui ont dit on est en hiver et ça bouffe des courgettes. On s'est excusé. On s'est excusé? Ouais, on est faible. D'accord. Ah pardon. Enfin moi je me suis excusé. Ah ouais. Oui voilà. Sinon pour arrêter les légumes aussi, puis comme ça on est peinard, non? Ouais, vive le gras Léonce. Moi je dis que tu fais partie du lobby pour la patate. Le fromage ça marche? Ouais. Le fromage il y a des saisons ou pas? Mais il y a des légumes dans le fromage, non? Non? C'est un légume, non? Alors qu'est-ce qu'on mange? Oui, tout à fait, c'est un légume. Voilà, c'est un légume. Et ben voilà, moi je ferais bien une petite raclette de printemps. Allez. Voilà. Voilà. En légumes, je mets des cornichons. Comme ça, il n'y a pas d'histoire de saison. On va pas commencer à Pour les couleurs, pour l'assiette. me travailler au corps, mais il y a du vert. Tout à fait. Fromage, un peu de morbier évidemment, hein. Du fromage à raclette et du morbier. Ça c'est bien. Très bien. Ça marche bien. Pommes de terre évidemment. Puis, je suis même pas obligé de rajouter de la charcuterie, mais s'il y en a, j'en mange. Ouais. Non. De saison. Ouais, de saison la charcute, parce que la charcute, c'est quelle saison ça? Ça dépend C'est un légume de quelle saison ça? Ça se cultive dans quelle terre ça? Le bacon, c'est quoi la saison du bacon? Ça marche bien le bacon. Ah ouais, et attention, avec la raclette. Il y en a qui vont dire c'est toute l'année. Voilà. Donc voilà, donc aujourd'hui, spéciale dédicace à Giovanni. Tout à fait. La petite raclette de saison. On part sur la petite raclette de printemps. C'est bien pour lancer. Bien sûr, c'est un plat qui n'a pas de saison, la raclette, hein, bien sûr, évidemment. Et qui n'a pas de digestion non plus. Léonce, qu'est-ce qu'on mange? Moi j'ai envie d'une petite quiche sur mon poireau saumon. Poireau, c'est quoi, quelle saison? Le running gag. Parce que Poireau saumon. Voilà. C'est très bon ça. C'est très très bon poireau saumon. Petite salade avec. Ouais. Vinaigrette. Moi ma vinaigrette de salade. Il vient d'où ton saumon?
Il vient. Bah, je prends Non, mais c'est pas bien non plus. Dans la Ah terre, non, dans c'est la- pour ça que je dans pose la la terre. question sur le saumon, parce que le saumon... Ça en est bien. Il vient du Ventoux. Généralement, je prends du sauvage, mais bon, parce Ouais. que ça change. mange du dauphin, Léon, ça. Et comme ça, les ronces, il est sauvage. Donc la quiche saumon poireau avec une petite salade et la vinaigrette, elle est... Elle est maison. Et elle Non, bombarde moi ou je elle fais est... une petite cuillère de vinaigre, Impeccable. 3 petites cuillères d'huile d'olive et une grande cuillère de vinaigre balsamique, c'est délicieux. Pas de moutarde? Non. D'accord. Non, je ne mange D'accord. pas de ce pain-là. Plus de la moutarde dans la Attends, vinaigrette, avec du moi. pain, c'est bon, oui, tout à fait. Plus de temps passé sur la question de la bouffe que sur l'explication de ce thème, c'est bien. Moi, je vais partir sur des pâtes à la truffe. Faire attention, évidemment. Ouais, je t'ai laissé pas mal de pâtes récemment, donc j'ai À repris. la truffe, excusez-moi. Tout à fait, mais tu sais que c'est extrêmement bon. Ah non, mais ça, je dis pas que c'est pas bon. Hein, Et donc la truffe de saison, bien évidemment. Faire bien attention, tout dépend évidemment le type de pâte que vous prenez. On va plutôt partir sur des tagliatelles, de mon côté. Bien. Et après, vraiment le spécial, si vous pouvez, si vous prenez une grosse meule dans laquelle vous mettez carrément les pâtes, quoi. C'est-à-dire que vous faites la crème de truffe, huile de truffe et copeaux de truffe, un peu de vin blanc, et si vous pouvez, vous foutez tout ça dans une meule de ce que vous voulez comme fromage, et évidemment, le parmesan étant de mise sur ces petites pâtes à la truffe. Voilà. Pas de salade, pas de dessert, un Advil, et tout le monde dort. Voilà. Après ça, un petit citrate de bétaïne, et après on est bon. Dites-nous ce que vous allez manger aujourd'hui. On va pouvoir enchaîner ? Ouais, bah écoute, il va peut-être me falloir une petite tablette. Je ne me suis absolument pas préparé, donc voici une tablette. Hop, Merci. normalement ça va le faire. Donc, vous pouvez voir, on fait tout en freestyle. Ça, c'est un stylo noir, parce que je crois qu'il devrait marcher. Ouais, le noir, il était bien. Tu vas me dire si ça fonctionne. Surtout parce que tu sais, je sais que Il va me falloir un effaceur. il va falloir un effaceur, voilà, on s'occupe de tout. Hop, regardez cette intro, c'est extraordinaire. Hop, magnifique. Hop, on fait le petit backflip, qui Le est petit pas backflip. le plus beau de l'année, mais il est passé. Ça passe tout seul. Nous sommes sur le top 10 all-time du front court. Alors, en 10. Non. On va d'abord évidemment devoir On faire va les essayer de mentions. mentionner Voilà. sans se spoiler. Et oui. J'ai envie de trancher tout de suite, Alex. Dis-moi. Je n'ai pas mis dans mes 10 LeBron, Anthony Davis et qui tu veux. Moi non plus. Bon, Pipi quoi encore? je sais pas, apparemment ils auraient tapé les... C'est vrai, moi je pense que Moi, oui, je hein. pense qu'ils auraient Moi tapé je pense les que c'est vrai. Hein. Oui. Moi je pense que c'est un 4-1, moi. C'est con. C'est dommage ça. Ouais, franchement. Plus sérieusement, ils sont pas rentrés dans les 10 parce Non, que très beau titre en 2020 dans la bulle, mais bon. Pas. Et puis surtout déjà, tu pourrais mettre Dwight Howard par exemple, McGee. ou McGee, mais du coup il n'y a qu'une seule vraie saison, enfin ça marche pas. Pas assez de longévité Autour pour il y a le des duo. saisons de merde, Ouais. donc ça marche pas pour moi. C'est con parce qu'ils auraient pu, s'il y a un deuxième titre qui vient avec LeBron AD, on deux parle joueurs quand du même de top deux 75, joueurs. hein. Ouais. On parle de deux joueurs du top 75, dont un joueur très très bien classé, si vous voulez mon avis. Si vous voulez mon avis. Joueur qui sera peut-être mentionné dans un autre front de courte dans ce top 10. Peut-être pas. Peut-être pas. Ou peut-être. Vas-y, je Je t'en n'ai prie. pas mis. Alors, attention, parce que j'ai des équipes dans lesquelles j'ai dû fouiller. Oui, j'ai pas rentré. Et pourtant, c'est un beau front de courte. Le front de courte, là, début des années 70, Havlicek, Cowens, Paul Silas. Pas mis. Enfin, c'est plutôt Havlicek, Silas, Cowens. Ouais. Très beau, hein. Pas mis. Cowens a été MVP d'une régulière. Havlicek a été MVP des finales. En 74, Havlicek, je crois. Ah, j'ai 74 et Jojo White 76. Ouais, et je crois que Cowens était MVP de régulière en 73. Donc, bon petit front de courte dans la lignée de ce que savent faire les Celtics, hein, parce qu'on va pas se cacher et on va pas se mentir. Les Celtics, en termes de front de courte, dans leur histoire, Ah bah ça. ils ont eu des choses Il y a moyen qu'on en reparle. extrêmement sales. Il y a moyen qu'on en reparle. Tout à fait. Donc, voilà, celui-là, je l'ai pas rentré. Non. Je peux t'en suggérer un autre. Vas-y, Je n'ai pas réussi à rentrer attention. Dirk, Tyson Chandler, Sean Non, Marion. non plus. Ok. Quel front de courte Dirk Nowitzki, Tyson Chandler, Sean Marion. On est à Dallas, le titre 2011, complémentarité de zinzin. Tyson Chandler qui patrouille dans la raquette, Dirk Nowitzki la finesse, le scoring, Sean Marion, Matrix qui fait toute la polyvalence sur les côtés, mais ça ne va pas jouer assez longtemps. Si ça avait joué un peu plus longtemps et que ça avait été compétitif, tu sais que ça avait sa J'avoue, place. j'avoue. J'ai pas rentré Bill Bradley, Debussy, Willis Reed. Tu vois le front. Ah merde. Ah pardon. Bah C'est merde pas alors. grave, mais c'est pas grave. Ah bah Mais tu sais, il faut toujours un spoil par émission. moche. Il faut toujours un spoil par T'as émission. rentré ça. Ouais. D'accord. J'ai pas rentré, je retente ma chance. J'ai pas rentré Attention. Ouais. Quentin Richardson, Non, mais Sean Marion, Stoudemire. ils étaient drôles.
En 2005, Oui. ils sont plus que drôles, ils font rire personne. Hein. Ah, le fan des Suns. À part un peu les Spurs, quoi, le mais fait- sinon ils font rire personne. Hein. Moi, ça me fait pas trop rire. Ils cassent des bouches. Hein. En plus, Quentin Richardson, il était tellement complémentaire des deux autres. Mais alors, j'allais te poser À 3 points, défense, tout ça. Mais alors, j'allais te poser une question. Si eux, tu les as pas mis, est-ce que tu as mis Boris Chonet Amaré? Non. Non, parce que moi, j'ai pensé à eux, tu en vois. 2007, là, le front de cours de 2007. Ouais, il est cool. Hein. Boris Dio, Sean Marion, Amaré Soudmayer, Ouais, déjà en 2007, c'est un premier tour seulement en playoff, donc ça fait un peu mal. Et puis, je préfère celui de 2005. Parce que celui de 2005, il est... Ouais, il est mythique. Ils sont ultra complémentaires, les trois, quoi. Ils sont parfaits, quoi. Et puis, on a un Marion, absolument gueudin. All-Star. Et le Stud, il est genre 3e année de NBA et il casse prend des de la bouches. place. Ouais. Duncan transpire fort. Ah Mais bah... bon, après, à l'expérience. Mais pas les Spurs. Duncan transpire, mais les Spurs, ça va. C'est ça. Donc ça rentre pas, toi non plus, j'imagine. Jermaine O'Neal, Ron Artest à Larrington. Non, ça rentre pas non plus. C'est qu'il est bien funky, celui-là. C'était cool. Wouh! C'était cool. Jermaine O'Neal en poste 5, Ron Artest plutôt en 3, Larrington en 4. Alors là, Bando, bad boy. Alors Ron Artest n'emportait pas à l'époque à Indiana, mais on avait quand même à Larrington qui shootait à la mort. Jermaine O'Neal et Ron Artest défensivement. Oh, purée de pommes de terre! Franchement, c'était hardcore. Quand tu affrontais ce front de courte, tu savais que soit t'allais repartir avec des bleus, soit avec du sang, soit avec la défaite. Mais en tout cas, c'est sûr et certain, t'allais pas mettre 80 points. C'était vraiment un bête de front de courte. Comme celui d'ailleurs, je sais pas si t'as mis des Pacers de la fin des années 90. Non. Les frères Davis et Rick Smith. Super. Est-ce que du coup, vu Vas-y. que t'as mis... Donc là, je t'ai spoilé tout à l'heure sur nos amis new-yorkais. Mais du coup, t'as mis plusieurs fronts de côte de New York dans ton top 10 ou pas? Non! D'accord, donc tu n'as pas mis par exemple Mason Oakley Ewing. Non. Bah pourquoi tu dis non comme ça? Tu vas avoir des problèmes toi. Non, parce que... Il est mythique, c'est un beau front de courte. Mais il est mythique, tout à fait. Mais Ça n'a rien gagné et tout. Bon, je mets l'autre devant. Ouais, je peux comprendre, mais du coup, je voulais juste m'assurer. Ouais. Et je dirais que bien de la même chose. Ouais, bien sûr. Je dirais que ce front de courte là, donc tu parles de Mason, Oakley, Ewing. Ouais, avec Mason 6e homme, mais qui finissait souvent les matchs Ouais. et tout. Mythique. Disons Ultra que- mythique. Tu penses à front de courte et transpi, tu penses c'est à... musculeux. Voilà. C'est énervant, c'est à jouer, c'est... Tout à fait. Mais donc, dans l'image, eux viennent très vite en tête. Mais je dois avouer qu'après, quand on regarde nos critères, ils laissent leur place à beaucoup de monde. Ouais, je suis d'accord. Pareil, tu vois, Zoe Morning et Larry Johnson, j'ai pas réussi à trouver le troisième compère Non, vraiment non. pour mettre, tu vois, pour me dire, ouais, ce front de courte là et tout. Hein? Tout à fait. Pas cette victoire pour Kirilenko, Okur et Boozer, qui ont été très complémentaires tous les trois, où c'était de la défense, du shoot, de l'attaque. C'était hardcore à devoir jouer. Mais ce n'est pas rentré. Moi, je vais m'arrêter sur les spoils, en tout cas. Hein. Ouais, je pense qu'on est pas mal. Wow. On va rester calme, ouais. On va rester calme ouais. Tu veux en... Non, je peux quand même t'en donner un dernier. Allez, vas-y. T'as quand même pas mis Sabonis, Rachid et ou Ruben Patterson, Bonzi Wells dans ton top 10. N'empêche que... N'empêche que... Il a gratté. Les Jay, là, les Jay Blazers. Ah, ils étaient Ouais, cool. j'avoue. Ou vous pouvez mettre Pippen, vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais vous avez en tout cas Rachid, Wallace, avec soit Scotty, soit avec Sabonis, soit avec Bonzi Wells, soit avec Ruben Patterson. Il y avait un front de courte de zinzin. Il y a même Sean Kemp qui est venu faire 2-3 conneries, évidemment. Dale Davis qui devait être aussi là pour faire le taulier. C'était du... On était au cercle des poètes disparus. Est-ce que t'as un front de courte qui joue actuellement dans ton top 10? Non, D'accord. Donc tu n'as pas, par exemple, Middleton, Yanis, Brook Lopez. pas encore. Voilà. Qui est celui dont, en fin d'émission, pour en reparler, en effet, qui sont les fronts de courte actuels qui pourraient vite toquer à la porte. Ah, bien sûr. Hein? Ah bah bien sûr. Pays complémentaire, tout ça, joueur all-time dans le paquet et tout, ils remplissent beaucoup de critères. Ça a gagné et tout, donc voilà. Mais moi non plus. Mention. Oui, voilà, c'est juste Mention, mais mention. alors, tu sais qu'il y en a qui ont chaud à la nuque, hein, comme on dit. Hein. Ah mais bien sûr, non mais attends, c'est quand même un sacré front de courte qui pourrait gratter de la place. Tu n'as pas KJ Martin, Sengun. Non, je n'ai pas non plus, et on attendra qui continue à progresser comme ça, mais le Michael Bridges, Crowder, Ayton, doucement. Voilà. Julius Randle, Mitchell Robinson, RJ Evan Fournier. RJ Barrett, c'est Oh, RJ RJ Barrett, les Barrett. 3, je pense. Ouais. Du calme. Non, en actuel, j'ai pas de top 10 all-time. Mais à voir ce qui va se passer avec les Bucks. On est chaud? On est chaud.
On va démarrer en place numéro 10, retroussage de manches, et c'est parti, courte manche pour du blasphème en place numéro 10. Moi je le fais en ligne du coup, hein. Je fais une ligne, 2 lignes, 3 lignes, enfin je fais un nom, un nom, un nom. Ouais. On fait ça. Parce que si on écrit tout, ASMR... Willis Reed, Dave DeBuschir, Bill Bradley. Bruce Bowen, Tim Duncan, David Robinson. Ça c'est... Bon, je spoil un peu Bastien, parce que je mets son 1 tout de suite. D'entrée, je mets le 1 de Bastien. Dommage. Ah, c'est dommage. Ouais. Il va y avoir un gros écart. Ah, merde. Là, évidemment. Non. Mais bon, j'assume, je savais pas trop où les mettre. Je comprends. J'ai pensé à eux très vite. Et en fait, comme je ne suis pas un spécialiste de l'histoire des Spurs, j'ai dû aller farfouiller et je me suis rendu compte qu'en fait, ils ont fait que 2 vraies saisons ensemble. Ben oui. 2 et 3. 2001-2 et 2002-3. 2 et 3, ça. Ouais, c'est ça. Du coup, il y a une bague. Hein. Mais c'est vrai qu'après, il y a retraite de Robinson. Bowen n'est pas encore là en 99. Donc après, pour les titres de 2005 et de 2007, tu n'as pas Robinson. Du coup, c'est quoi? C'est avec Robert Horry? C'est quoi? Non, ça marchait moins bien. Du coup, le vrai front de courte pour moi symbolique autour de Tim Duncan, que j'aime beaucoup, c'est Bowen d'un côté et David Robinson de l'autre. Il y a un titre absolument mythique en 2003 qui est une consécration pour l'amiral. Tout à fait. On a le prime Tim Duncan, incroyable. On a Bruce Bowen, encore un peu jeune, mais qui défend déjà qui rigole pas du tout. Bien sûr. Qui a déjà bien compris son rôle. Hein, lui, tu sais que lui, il a vite compris son rôle. Hein. Oui, qui était d'ailleurs dans le débarquement de... Miami, Boston Bruce Miami puis Boston, je crois. Il a ouais, fait. c'est ça. Ouais. Donc, il rentre. C'est un front de courte qui rentre dans mon top 10, mais qui, de par le peu de temps ensemble, le peu de saisons ensemble, et du coup, il n'y a qu'un titre, mais il n'y a que 2 saisons, donc forcément, voilà. Et le fait qu'on était sur la fin de David Robinson, on n'était pas sur un David Robinson ultra dominant. Donc pour moi, on est plus sur Tim Duncan avec les 2 partenaires de jeu idéaux. Et ça fait un front de courte de taré parce que parce que Tim Duncan. Mais on est plus sur une belle complémentarité bien architecturée par Greg Popovich et cajolé par David Robinson que vraiment un réel front de courte qui a dominé à fond. Donc je les ai mis que 10. J'en reparlerai sur le podium. Voilà. Voilà. Je suis bien d'accord. Willis Reed, Dave DeBuschir, tout à fait, et Monsieur Bill Bradley. Trio mythique des Knicks de la fin des années 60, début des années 70. Il y a 2 bagouses. Il y a 2 bagouses quand même pour ce triplé. Donc lorsqu'on rentre dans les critères, on se dit oh. Parce que 1970, parce que 1973, si je dis pas de bêtises. Oui, 70 et 73. 73, quand le Garden était un paradis. En 72, ils sont en finale. Tout à fait. Les Lakers. Hein. Malheureusement, les Lakers de cette année sont un peu compliqués. 72, c'est compliqué. Willis Reed, le pivot rugueux qui va être le patron, the captain des New York Knicks, qui va avoir à côté de lui Dave DeBuschir. On avait vu DeBuschir du côté de Détroit, si je dis pas de bêtises, qui va le rejoindre pour aller former une raquette complètement zinzin. Je rappelle aussi qu'en bas court, il y a un certain Phil Jackson qui vient commencer en tant que rookie à jouer des coudes. Et en fait, c'est savoir si c'est Bill Bradley, Dollar Bill, ou Casey Russell qui sont en poste 3. C'est plus Bill Bradley, je pense. Et j'ai mis Bill Bradley parce que c'est lui qui est le titulaire. Mais certains peuvent le voir d'ailleurs dans le documentaire excellent When the Garden Was Eden, qu'il y avait un certain fight entre Casey Russell qui se considérait meilleur que Bill Bradley, mais Bill Bradley faisait un peu plus remplir les salles à l'époque. On a quand même un front de courte qui va être dominant. Ce sont parmi les meilleures saisons des Knicks de leur histoire. Il y a un peu de continuité. Et même, on va atteindre une espèce d'apogée avec les Knicks en termes de front de courte global, justement dans ces années 71, 72, 73. Tu rajoutes Jerry Lucas. Donc tu avais Willis Reed, Dave DeBuschir, Jerry Lucas, Bill Bradley. Là, à ce moment-là, ces Knicks ont un front de courte complètement dingue. Mais bon, lorsque j'ai regardé notamment notre classement all-time des joueurs et de voir où est-ce qu'on mettait où, Willis Reed est vraiment le patron. Ces 2 titres, donc pour moi c'est obligatoire qu'ils soient dans mon top 10, mais j'entends qu'ils n'y soient pas. Je les ai mis forcément devant le front de courte des années 90 et je voulais leur rendre un peu hommage parce que c'était un vrai front de courte assez sous-estimé et ultra collectif. Ce sont les Knicks collectifs de Red Holzman. Il fallait que je leur fasse un petit clin d'œil. Ok. Bon. On va passer en place numéro 9. Propre. On va passer en place numéro 9. Qu'est-ce qu'on a? Ah, qu'est-ce qu'ils m'ont fait cauchemarder, eux.
Iguodala, KD et Draymond pour Alex. Et moi j'ai mis Pogazol, Andrew Bynum et Lamar Odom. Ils sont dans tes 10 ou pas? Bon, moi ils sont pas dans mes 10 non plus. Qui ça? Le Death Line-Up là? Je peux comprendre, j'ai hésité. Je savais pas trop. Tu vois, je les mets en 9 du coup. Je les ai quand même mis. Alors je peux pas les mettre plus haut, je sais que t'es fou. 3 saisons, 3 finales, 2 titres. Et s'il n'avait pas été blessé, KD, il y aurait peut-être un repeat. C'est pas faux. Mais il y a Klay Thompson et Steph Curry sur la ligne arrière déjà, donc pardon, mais genre, je crois qu'on les a bien classés dans les backcourts, je crois. Hein, je crois que voilà. Donc je classe mieux le backcourt Klay Thompson, Steph Curry que le frontcourt. Désolé. Et c'est, je pense, assez logique. Ensuite, Iguodala est remplaçant. Iguodala n'est pas un titulaire. Un remplaçant qui finit les matchs. Hein, et puis un remplaçant quand il rentre et que tu vois qu'il y a KD et ça transpirait en face. Hein, on en a parlé. L'expression Death Line-Up vient de ce front court, ne vient pas du back court. C'est-à-dire que c'était le côté faux small ball, là, avec Draymond, KD en protecteur de cercle, Draymond en premier défenseur, Iguodala tout en expérience. Du coup, ça rendait KD indéfendable parce qu'il fallait lui mettre des 4 ou des 5 sur lui. Et les 4 et les 5... s'il pouvait défendre Kevin Durant, ça se saurait. Hein. Déjà que même au poste 3, il n'y a pas grand monde. Déjà qu'un être humain. Voilà, c'est ça. Donc quand t'es grand et gros et un peu lent, c'est compliqué. Donc c'était le Death Line-Up. Maintenant, voilà, je les rentre, je les mets en 9 parce que je trouve qu'il y a un côté assez atypique de par le fait que Draymond Green est un défenseur incroyable à l'intérieur mais qu'il est petit pour son poste. Draymond Green, il fait quoi? Il fait 2 mètres. Il fait une bonne tête de moins que KD, hein. Et puis je pense qu'il doit pas être tellement plus grand qu'Iggy en fait. Hein. Franchement, non, c'est après, il est gros, hein. C'est costaud. Max, mais c'était ça, quoi. C'était longueur de bras, intelligence défensive. Du coup, t'as beaucoup de qualités offensives parce que t'as Iggy qui est très intelligent, Draymond qui drive le jeu, Kevin Durant. Bon, on va pas vous refaire le profil offensif de Kevin Durant. Je crois que tout le monde l'a plus ou moins bien en tête. Bien sûr. Donc, en termes de complémentarité et de problèmes causés à l'adversaire, d'ailleurs c'est pas compliqué, hein, 3 ans, 3 finales, 2 titres, je veux dire, oui, ça a causé des problèmes à plein de gens, quoi. Donc pour moi, ça rentre dans le top 10. Ouais. En termes Pourquoi tu les mets pas, toi, du coup parce que, un peu comme je pense que tu l'as fait pour les Knicks qui en soi ont 2 titres, pareil, en un span assez court et qui ont été dominants avec des joueurs assez forts. Je pense que ils sont, tu vois, c'est marrant quand je pense à Golden State, c'est con, et je veux bien les fans des Warriors, leur avis là-dessus, c'est que... en tête c'est que très rapidement me vient en tête Bogut, Draymond, et je sais pas si c'est Harrison Barnes, il y a Zaza. Mais je pense que c'est surtout Bogut, Draymond qui m'ont vraiment fait halluciner, et je savais pas si c'était Harrison Barnes à côté ou d'autres garçons. Le front de courte, Iguodala, Bogut, Draymond était complètement hallucinant à devoir se farcir parce qu'il était vraiment trop fort. C'était moins fort en attaque quand même. Mais c'est intrinsèquement, ton 3 peut rentrer dans le top 5. Tu vois ce que je veux dire? Mais je pense qu'en termes de... identité, longévité, est-ce qu'ils ont marqué vraiment? Enfin, tu vois, c'est toujours bizarre lorsqu'on parle de KD à Golden State parce que c'est fort intrinsèquement. C'est bizarre quand on parle de KD à Golden State, je suis d'accord. C'est bizarre parce que ça rentre pas autant. Il aurait fallu qu'il y ait le three-peat. S'il y avait eu le three-peat, on en parlerait autrement de ce Death Line-Up. Je pense. Et puis, Iggy est un vrai sixième homme et pas un starter. Non, par contre, il a quand même des grosses minutes et il finit les matchs. Hein. Tout à fait. Mais plus on monte dans le classement, plus tu te retrouves avec des 3-4 j'ai un autre moi aussi, front de courte. J'en ai peut-être même. Moi, j'en ai avoir 2. J'en ai au moins un avec un très gros 6e homme et je peux te dire qu'ils sont bien classés. Tout à fait, moi aussi. Hein? Ouais, d'accord. Quand même, hein. Donc, pardon. Alors, tout de suite, tiens, ça, après je te laisse. Moi, je les ai pas mis. Tu sais pourquoi je les ai pas mis? Parce qu'en fait, la saison 2008-9, ouais, grave. C'est ce front de courte là. La saison, le 2e titre du back-to-back, là, la saison 2009-2010, moi, dans mes souvenirs, et du coup, je suis allé checker un peu quelques bouts de match et quelques stats, c'est Ron Artest. Hein. Et du coup, je savais pas qui mettre. Et du coup, je les ai pas mis en gros, comme je savais pas qui mettre. Très bien, c'est... Parce que Ron Artest, la saison 2009-2010, c'est Ron Artest le titu. Hein. Tout à fait. Et puis, il a des grosses minutes. Puis d'ailleurs, c'est normal, il est très très fort. Hein. Complètement. Tout de suite me vient en tête cette taille et ce côté immense de Odom, Bynum et Gasol. Odom 6e homme d'ailleurs. Odom 6e homme, tout à fait. Et pour finir les matchs, il y avait la possibilité pour Phil Jackson de faire des dingueries dans tous les sens. Nous sommes à la moitié des années 2000. Pau Gasol est du côté de Memphis. Kobe est en train de se farcir la saison 2007 avec déjà Bynum et Odom. Et on se demande ce que ça va donner pour vraiment aller le soutenir. Au moment où Pau Gasol vient, on a un truc qui se met tout de suite en place. C'est-à-dire
Tu sais que tu peux compter sur Bynum Gasol, en sorte de Twin Tower à l'intérieur, et assez complémentaire. Odom Gasol. Tout à fait. Mais donc déjà de base, si tu as Bynum Gasol, tu as un mec ultra technique. Je veux dire, c'était le prime de Pau Gasol 2008-2009. Le mec, avec l'Espagne ou avec la NBA, il est trop fort. Et donc, il est capable de jouer un peu à l'extérieur, un peu attaque en triangle, et donc il est tellement dominant que ça marche avec Bynum en fait. C'est-à-dire que sa carrière même, elle explose parce qu'en fait, il devient All-Star parce que notamment la présence de Kobe et surtout celle de Gasol facilite les choses. Et Lamar Odom glisse tellement bien dans ce duo. Il sort du banc, il vient, il apporte un peu de handle, un peu de cut, cette créativité. Ils ont représenté pour moi un cauchemar à devoir affronter pendant longtemps. C'était des tueurs à gages autour, là, Vujacic, Farmar et tout. Mais de base, si tu veux aller dans la raquette, tu devais te farcir soit Odom, soit Gasol, soit Bynum. Et donc oui, je suis d'accord, Artest vient, mais c'est un petit peu une pièce ajoutée. Quand je fais la photo de la team Lakers de la fin des années 2000, je pense tout de suite à Odom, Bynum et Gasol avec Kobe. J'avoue, moi c'est avec Bynum, j'ai un peu plus de mal. Ouais, je comprends. Il finissait pas toujours les matchs. Son temps de jeu baissait en playoff. Enfin bref. Voilà. Mais oui, non, mais beau. Et puis c'est des souvenirs. Hein. Moi je le mets là en numéro 9 et on va passer en place numéro 8. Ah bah qui dit Lakers. Qui dit Lakers dit Celtics. Pierce, KG, Perkins, nous l'avons tous les deux en 8. Sacré fond de courte. Hein. Bah, c'est con qu'il y avait Perkins, quoi. Ouh. Parce que sinon, il serait beaucoup plus haut. Ouais, je suis salaud, mais enfin, il était quand même limité. On a deux joueurs. Ils faisaient le boulot, c'est pour ça qu'ils sont dans le top 10, hein, le trio. Mais quand même, Perkins, quoi. C'est le moins bon joueur des trois. On a deux joueurs du top 50 all-time. Oh, on a deux Hall of Famer, deux top 50 all-time. Deux joueurs qui, à cette époque-là, faisaient partie encore des meilleurs à leur poste, même s'ils étaient plus tout jeunes. Hein. Oh. C'était plus tout jeune, mais ça faisait encore partie tous les deux des meilleurs à leur poste. Bien sûr. T'as 4... non, pas 4... 4 saisons. 4 saisons ensemble. 2007, 8, 9, 10, 11. 7, 8, 9, 10, 11. 8, 9, 10, 11. 3 saisons. 8, 9, 10 Ouais. Qui bouge en 11 c'est Perkins. Ah là, ouais, la trade deadline. Ouais. Perkins qui bouge, qui va aller voir s'il y est vers OKC. Ouais. Donc que Jeff Green portera son 13e maillot. 3 saisons, 2 finales, un titre. Pas mal. Oh, c'est fort. Pendant cette période, donc KG sera défenseur de l'année, Paul Pierce sera le MVP des finales du titre. Donc t'es titré en 2008, en 2009 tu te fais fumer avant les finales, et en 2010 tu retournes en finale et tu te fais fumer par les Lakers de Gasol, de Bynum Odom, de Bynum, de Kobe, de tout ça. De la défense, du muscle, du trash talk. Quand même 2 joueurs, comme on l'a dit, all-time. 2 joueurs all-star en même temps. All-star en même temps, tout à fait, et all-time. Et tout à fait. Parce qu'ils sont pas juste all-star, ils sont Bien aussi sûr. all-time. Donc ouais, non, ça rentre fort dans le top 10. Ça monte pas plus haut pour moi, tu vas me dire ce que t'en penses, parce que déjà, ils sont encore très forts. Ils sont encore all-star ensemble, Pierce et Garnett. Mais ils sont plus aussi dominants que dans leur prime. Ni l'un ni l'autre n'est dans son prime. Bien sûr. Non, mais... Et en plus, ils doivent se répartir les balles en attaque. Donc du coup, Pierce est plutôt sur du 20 points, 5 rebonds, 5 passes. KG est plutôt sur du 20-10 ou 18-10, quoi, hein, quelque chose comme ça, tu vois. Ils sont plus... Donc du coup, en fait, dans ce trio, il n'y a pas de monstres. Il y a des ex-monstres qui sont encore très forts. C'est ça, c'est des joueurs all-time mais qui sont en train de gentiment laisser la place à d'autres. Moi, ils sont identitairement... Ils viennent tout de suite en tête. Parce que c'est... Les trois fonctionnent tellement bien ensemble. Parce que Pierce se régale. Perkins, on se fout de sa gueule, mais son rôle est tellement important parce qu'en fait, il va accepter de faire le sale boulot que peut-être des KG et des Pierce ne vont pas vouloir forcément se aussi au passage. Tout à fait. Et on est dans une époque... fin des années 2000, où t'as encore des baobabs au poste de pivot, il faut aller te farcir le Shaq, il faut aller te farcir d'autres garçons, t'es là genre, c'est fatigant, c'est relou. Et Perkins accepte ce challenge-là pendant que KG confirme qu'il est une espèce de tourelle défensive all-time. Donc je trouvais les trois ensemble, c'est chouette de les revoir tous les trois, parce que là, comme il y a eu la cérémonie de retrait du maillot de Kevin Garnett, c'est chouette de les revoir parce que t'as un sentiment très défensif, bestial, hyper dur, mais je te suis. Ils sont pas plus hauts parce que ça a pas duré très longtemps, que les joueurs sont plus trop dans leur prime, et qu'ils sont bien là, quoi, en 8. Ouais, c'est bien. C'est honnête, hein. Je suis d'accord. Bon. Après, si les fans de Boston veulent les mettre en 3, allez-y. T'inquiète, les fans de Boston, je pense que c'est
un top 10. C'est un top 10 où ils sont tranquilles jusqu'à tout à l'heure. Ouais. On va placer en place numéro 7. Ah oui. Place numéro 7 du top 10 all-time des front courtes. Ta-ta-ta. Bob Dandridge, Elvin Hayes et Wes Unseld, le front courte des Washington Bullets de la fin des années 70, en gros, ça va jusqu'en 81, je crois. Tout à fait. Que j'ai mis moi donc en 7. Toi t'as mis quoi là? Et j'ai mis donc Duncan, Bowen et... Qui vous voulez, on va pouvoir en reparler. J'ai failli les mettre, ils étaient, dis-toi, dans mon brouillon, ils étaient entre 8 et 10, Bob, Elvin et Wes, ils étaient dedans, et je me suis dit, quelqu'un doit laisser, c'est hardcore, hein. Quelqu'un doit laisser sa place. Hein. Quelqu'un doit laisser sa place, et donc je n'ai pas réussi à les rentrer malheureusement. Déjà, moi j'ai réfléchi très fort à rentrer le front de courte des Bucks, là dont on parlait tout à l'heure, tu vois, donc je savais pas trop qui enlever dans ce cas-là. D'ailleurs, plus on avance, ça veut dire que t'as pas le front de courte des Pistons non plus, de genre, les frères Wallace et... Non, si, pardon. Ah non. Bah non, voilà, on est d'accord. Non, mais donc tu vois, je les ai confrontés à eux, je me suis dit, Ben Wallace, Rashid Wallace, Tayshaun Prince, face à ça, je me suis dit, mais bon, en même temps, il y a plus de joueurs all-time là-dedans, donc je comprends. Alors, il y a du all-time de chez all-time, il y a du rookie MVP, il y a un rookie MVP. Bon, enfin, il est plus trop dans sa forme, Unseld. Non, tout à fait. D'ailleurs, c'est un scandale qu'il soit MVP des finales. Cette année-là, c'est quand même lui le MVP des finales. Bon, voilà, Elvin Hayes avait tellement une réputation dégueulasse, je pense que les votants n'avaient pas envie de lui filer. Mais on parle quand même, dans l'histoire de la franchise de Washington, donc les Bullets à l'époque et les Wizards dorénavant, bon, les titres, il n'y en a pas 20 000. Ou alors j'ai raté des épisodes. Il y en a un. Il est en 78. Très belle année d'ailleurs. Je vous laisse faire le calcul. Et ce titre, c'est l'année de Kobe, de Dirk. C'est une belle année, je te le dis moi. Ce titre, il y a beaucoup de symboles dedans. C'est-à-dire qu'on est à la fin des années 70, il y a eu de la domination, il y a eu Jabbar qui a beaucoup dominé, t'as parlé toi des Knicks, tu vois, il y a eu 2 titres des Celtics, les Suns sont allés en finale et tout. Au milieu de tout ça, les Bullets vont aller 2 fois en finale, en 78 et en 79. En 78, ils affrontent les Blazers? Non, en finale, les Sonics. Ils se font, c'est la doublette. En fait, c'est la doublette. Ils en gagnent une, ils en perdent une. C'est ça contre les Sonics. Là, on est bien d'accord. Ce front de courte joue 4 saisons ensemble. Sur les 4 saisons, il va 2 fois en finale. Ce front de courte est vraiment l'arme numéro 1. Même si Wes Unseld est encore en train de vieillir, il prend encore des paquets de rebonds. Et puis, c'est encore quand même un plot pas facile à contourner défensivement. Elvin Hayes est encore très dominant. Dandridge, c'est un ailier qui est dans une carrière solide. Bien sûr. Bob Dandridge. Donc du coup, je trouve qu'en fait, on a un ailier bon scoreur, on a un ailier fort qui est un mammouth all-time. Ouais, quand on fait les classements des ailiers forts, à chaque fois on est là genre, putain, Elvin Hayes, 16 000 rebonds, 27 000 points. Les deux, ils sont top 50 ou pas? On a mis Wes Unseld. Wes Unseld, il est top 50 peut-être. Je vais checker. En tout cas, ils sont tous les deux top 75. Ça, c'est sûr et certain. Je parle de chez nous. Ah oui. T'es d'accord? Ouais. Let me check. Et Dandridge, c'est un garçon sérieux aussi, Dandridge. C'est pour ça qu'en fait, t'avoue que je n'ai pas pu les mettre, c'est qu'en fait, j'ai fait... Bon, c'est sûr, il y a Elvin Hayes et Wes Unseld. Je mets qui en 3? J'ai mis Dandridge. Parce qu'en fait, c'est évident à la fin des années 70, mais c'est pas comme si le truc était venu tout de suite en tête, genre, ah ouais, Bob Dandridge, enfin, je sais pas. Non, mais c'est aussi parce que c'est des années qu'on connaît moins. Bien sûr. On n'a pas pu trop visionner ça en direct, évidemment. Même avec les replays aujourd'hui, finalement, il n'y a pas tant de matchs que ça disponibles et tout. Donc là, je me base sur des choses. Je me base sur l'historique, sur ce qui nous est rapporté, sur ce qu'ils représentent dans l'histoire NBA, ces joueurs-là, et ce qu'ils représentent à l'intérieur d'une franchise. Tout à fait. Dis-moi. Non, Elvin Hayes chez toi, 39e all-time, et Wes Unseld 57e. Et pas pour mal. Bibi, Wes Unseld 56e et Elvin Hayes 45e. Tu vois, Top c'est 60. quand même... Très fort. C'est quand même sérieux, quoi. Il est très fort.
Donc voilà, moi c'est 7ème chez moi. C'est un gros front de courte. Je comprends totalement. En plus, il se transcrirait bien dans la NBA moderne. Ah bah ça. Duncan Bowen, et je les mets dans ce sens. C'est plus... Alors, je veux bien les avis des fans des Spurs. Dans ce sens, c'est-à-dire C'est-à-dire qu'en fait, on pense souvent à Duncan Robinson, et après on sait pas quoi foutre. On a discuté, on était là genre Sean Elliott, Bruce Bowen. Oui, bah sur la longévité, c'est plutôt Duncan Bowen. Et en fait, moi, j'avoue, dans la manière dont j'ai vécu les Spurs étant plus jeune, et sur la durée et les succès même, parce que tu as certes le titre de 99 et 2003 pour Duncan et Robinson, mais tu as 2003, 2005 et 2007 pour Duncan et Bowen. Évidemment, en termes intrinsèques de pure puissance, tu prends Duncan et Robinson avec Bowen et tu te dis, ok, c'est bon, je l'ai. Mais comme tu l'as dit, ils ont joué que 2 saisons. Par contre, Duncan Bowen est soit du Nazer Mohamed, soit du Rachon Nesterovic, soit du Fabricio Oberto, soit tout ce que tu veux, Francisco Elson, etc. Les deux, Duncan et Bowen, étaient tellement bons ensemble. Parce qu'on dirait pas comme ça, mais la défense, elle était pas trouillée avant tout par ces deux garçons. Avant tout. Donc ligne externe, ligne inter. Les aides, tout, la communication était parfaite. Ce qui permettait d'ailleurs aux autres de faire leur boulot, hein, donc Manu de faire le kamikaze dans tous les sens. Et donc du coup, je me dis, dans l'histoire des Spurs, je suis forcément tenté de mettre les Twin Towers, donc Duncan Robinson, mais j'avoue que j'avais envie de mettre Duncan Bowen plus ce que vous voulez, donc soit David Robinson, soit, franchement, tu me mets Nazer Mohamed, je vais dire genre, ok, intrinsèquement il est pas bon, mais purée, le duo Duncan Bowen, trop long, trop de titres, et quel que soit le pivot qui était mis à côté, ça gagnait. Et défensivement, c'était une horreur. Tu t'attaquais pas à Duncan Bowen, t'attaquais pas. T'étais externe, tu te faisais couper les bras, t'étais intérieur, il y avait trop d'aide et d'intelligence. Donc, tu vois, je les ai mis 7ème. C'est bien, pas c'est podium. propre. Ouais. Pas mal. On va pouvoir passer retenez, Malik Rose est dans un top 10. Hein. Yes, sir. Et Devin Brown aussi. Et Michael Finley et Big Dog Robinson. Et Nesterovic. C'est oui, je t'ai dit, il y a Rachaud, Francisco Elson, Fabricio Oberto, Nazer Mohamed. Tu mets n'importe quel pivot que tu veux, on y va. Passe numéro 6 ? Ouais. Oh purée. Et là, je sais pas quoi mettre en 3ème. Purée. Allez. Mais ouais, mais... Je sais pas. Havlicek, Sanders et Russell. J'ai mis LeBron, Bosch et j'hésitais sur le 3ème. Oui, moi j'en ai un 3ème. C'est pas évident. Putain. C'est pas évident avec LeBron et Bosch. Il y a eu plein d'options testées par Spoelstra à l'époque. On parle bien évidemment des Heatles. Hein. Personnellement, et j'en parlerai tout à l'heure, moi j'ai pris l'option Shane Battier. Il était à la bataille, Shane, avec Birdman. Côté small ballisé un peu. Bien sûr. Test line-up aussi, pareil. Qui a permis à tant d'équipes, d'ailleurs, finalement, on a pas mal d'équipes qu'on... Ah bah, le premier positionless basketball, j'en parle dans quelques minutes, on y va. Voilà. Ouais. C'est le bon vieux duo, là. Trio, pardon. Bah, en fait... Snatch Sanders. J'étais là, genre... putain, les Celtics, le nombre de fronts de cours de taille... Ah, mais ça m'a saoulé, je voulais faire un top 10. C'est clair, il est tout vert, ce top 10. Stop. C'est vrai, hein. Il est tout vert, on va pas se mentir. Et du coup, je vas-y, c'est bon. Et je dis quand même, mais à un moment donné, Havlicek et Russell, ils ont fait combien de saisons achevées? Ils ont fait quand même 5 saisons ensemble, Havlicek et Russell. Enfin, ouais, l'autre était quasi en sortie de banc. Ils en ont fait, mais à partir du moment où Havlicek, en fait, j'ai trouvé ce trio, à partir du moment où les minutes d'Havlicek commencent à être sérieuses, donc Havlicek à partir de la saison 64-65 par là, commence à vraiment être un joueur important, un titulaire. Avant, il est un peu remplaçant, sixième homme et tout. De luxe. Hein, et au même moment, là, c'est pour ça que je mets ce trio-là, au même moment, il y a le déclin de Tom Heinsohn, et c'est vraiment Sanders qui commence à récupérer le job entre Havlicek et Bill Russell. Et donc, je me voyais mal faire un top 10 des fronts de courte sans y mettre un front de courte avec Havlicek et Russell alors qu'ils ont joué ensemble, quoi. 5 saisons ensemble à 3, avec du gros temps de jeu, 4 titres. Bon, après, voilà, c'est l'époque, c'est les Celtics de l'époque, mais quand même. Donc, évidemment, si je les laisse ici, parce que dans ce cas-là, pourquoi pas les mettre tout en haut, hein, parce que pas grand monde qui a fait tellement mieux en termes de titres.
en termes de front courte. Je laisse ici parce qu'on est quand même sur un Bill Russell qui est quand même dans la deuxième partie de sa carrière. Il est encore très très bon. Hein. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. Ça prend encore. Il a dit il était nul. Ouais. Ça prend encore 20 rebonds ou 22 rebonds par match. Oui. Et ça ferme encore des bouches du côté de Los Angeles ou de Philadelphie, si vous voyez ce que je veux dire. Mais ce front courte, très complémentaire. Havlicek, joueur à tout faire, très polyvalent, attaque, défense, endurance. Enfin voilà, on a déjà parlé d'Havlicek, on l'a tous les deux mis dans notre top 20 all-time, je pense, Havlicek. Hein, il est dans les 20, hein, je pense, Havlicek. Hein, ou s'il n'est pas dans les 20, il est 22, quoi. Il est 20. T'es d'accord, hein. Bill Russell, on l'a mis dans le top 10, genre comme ça. Hein, t'es d'accord, la discussion est plutôt autour du top 5. Donc déjà, ça, c'est quoi, ça? C'est déjà un délire. Alors évidemment, que ce soit Tom Heinsohn ou Sanders, ce sont pas des joueurs de ce calibre-là, mais j'ai envie de dire, entre deux monstres pareils, il faut forcément avoir des joueurs de devoir. C'est ce qu'a été Tom Heinsohn, mais à l'époque, Havlicek n'était pas encore le Havlicek si performant. Donc j'ai pris Sanders, qui est un ailier fort, hyper polyvalent, qui défendait bien, qui était capable de laisser Bill Russell aller dans le périmètre, tenir son vis-à-vis et de lui de s'occuper de la protection du cercle. Enfin, franchement, défensivement, c'était un truc de taré. Et avec la présence d'Havlicek, on a un front de courte qui, quand même, offensivement, était très sérieux. Donc voilà, j'ai mis ça 6e. J'ai compté sur toi pour en parler, parce que je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, Boston, on va en parler pendant 1h30. Ah, ça... Donc je me suis dit, yes, je suis content que tu le mettes, parce que du coup, ça me permettra peut-être, si je comprends bien mon top 10, de parler d'un front de courte que tu as probablement pas mis. Ah bah là, si tu n'as pas mis celui-là, ouais, il y a des fronts de courte que... Mais de toute façon, les fronts de courte, c'est assez intéressant. Parce oui. Faut les composer, les triplettes, notamment toi, par exemple. Donc toi, tu mets LeBron Bosch avec le Birdman, donc c'est vrai que c'était les titus, souvent. Tu peux mettre Birdman, tu peux mettre Bâtir, et je te laisserai en parler. Birdman, c'est plus classique, c'est un vrai pivot. C'est ça, on est dans cette quête de positionless basketball de la part d'Eric Spoelstra qui va amener les premiers small ball gentiment avec d'autres garçons, hein, parce que pour celles et ceux qui ne savent pas, les premiers small ball, ça vient de Don Nelson dans les années 70. Oui, voilà, parce que c'est pas Spoelstra qui a inventé le small ball. Attention. Oui, parce que pour certains, Spoelstra il a inventé l'eau chaude aussi. Non, c'est vraiment à la base, c'est un duo, LeBron Bosch, autour duquel on essaye de trouver quelle est la troisième arme. Shane Battier, Alex va en parler, est vraiment parfait dans ce rôle-là. Birdman est un peu plus iconique parce qu'il y a Ray Allen, hein, comment certaines phases. Il y a même eu du Ray Allen. Oui, bien sûr. Ouais, tout à fait. Birdman est parfait parce qu'il accepte. Birdman accepte en fait à l'époque une part du boulot qu'on a tendance à ne pas vouloir filer à Chris Bosh parce qu'on ne sait pas trop quel type de joueur est Chris Bosh. Je m'explique. On l'a vu dominer à Toronto, comme LeBron l'a fait à Cleveland, mais on ne sait pas si c'est l'intérieur rugueux qui va accepter exactement de faire le travail de l'ombre. Puis on n'a peut-être pas envie que ça fasse ses fautes non plus. Et qu'il fasse pas ses fautes. Et puis Bosh, t'es content de l'avoir dans le corner parce que pour créer des lignes de pénétration, c'est Haussmann du coup pour LeBron. Pour à l'époque, il y avait LeBron puis il y avait Wade aussi. Enfin bref. Tout à fait. Et donc du coup, j'aime bien ce qui se passait entre LeBron et Birdman. J'aime bien ce qui se passait entre LeBron et Bosh. J'aimais bien les doublettes un peu énervées du coup de Birdman qui faisait flop-flop avec ses ailes et en même temps Chris Bosh qui hurlait. C'est un front de courte qui me reste souvent en tête. Vous pouvez mettre Shane Battier. Je laisserai Alex en parler en détail tout à l'heure. On est d'accord, Ray Allen. Je veux pas remuer le couteau dans la plaie, mais il y a Mario Chalmers et Dwayne Wade lors du shoot en 2013. Qu'est-ce que tu veux dire avec cette question? Du coup, il y a LeBron et Bosh. Du coup, le front de courte, c'est Ray Allen pour finir ce match. En 3. Bosh est sur le terrain pour gober le rebond parce qu'il faut jouer small ball puisqu'on a sorti Duncan. Il y a Mario Chalmers qui monte la balle. Ouais. Wade est forcément sur le terrain. Donc Ray aussi. Donc Ray, le front de courte, c'est Ray, LeBron, Bosh. On va passer en 5 ? Ouais. Mais qui veulent toujours pas. Je ferai ce running gag jusqu'à mon décès. Je me touche du bois. Nous rentrons dans le top 5 des fronts courtes all time. Oh my goodness. De la taille, de la polyvalence, de la complémentarité. Number 5. Vu que tu as parlé d'un front de courte bien sympathique dans les années 60, je pense que je vais en parler d'un autre. Lequel alors du coup t'as pris toi? T'as mis James Worthy, AC Green et Jabbar. Et j'ai mis t'as pris quoi, toi? Monsieur Will Chamberlain, Billy Cunningham et Monsieur Chet Walker. T'as mis Chet Walker, ok. Ouais, Chet Walker, tout à fait. Il mérite, je les ai pas mis. Et donc c'est là qu'on se retrouve, c'est-à-dire dans ce spot 6-5 où je suis bien content. Tu as pu rendre hommage aux Celtics de Bill Russell Havlicek, je m'occuperai de Wilt. Avant ça, parle-nous de... Ils sont sympas. T'as aucun front de courte avec Havlicek Russell, du coup? Non. D'accord.
T'as aucun front de courte avec Will Chamberlain? Ouais. Très bien. Voilà. En vous souhaitant une bonne journée. Ouais, mais t'es perso. Oh putain. Non parce qu'attends, n'empêche c'est drôle. Pas tant que ça. Présumer le En fait, j'ai pas trouvé. le front de courte avec Wilt et Elgin Baylor qui aurait dû écraser absolument Exactement, tout. mais je Et savais en pas fait, qui foutent en troisième non. avec. Puis ils ont rien gagné du coup. Pat Riley peut-être. Ils Oui, ont parce rien que Pat gagné, Riley, hein, du coup. Ben ouais. C'est ça qui est un peu embêtant. Et du coup, j'ai cherché côté Philly, et là, j'attendais. Tu as mis Chet Walker, ok, ouais. Je me suis dit on va se Ils compléter ont le Alex. titre de 67. Mais Bill Russell et Havlicek si tu veux, je vais m'occuper de Will Chamberlain et Billy Cunningham. Juste pour une parenthèse quand même, parce que je parle rapidement de ces garçons, nous sommes dans la moitié des années 60. Wilt est déjà arrivé, on est passé entre les Philly Warriors, Philly Sixers et compagnie avant d'aller chez les Lakers. Billy Cunningham va arriver, Chet Walker est là, attention, nous sommes sur 3 joueurs qui vont être de niveau All-Star. Donc là, plus on commence à monter aussi dans le truc, plus on commence à dire genre bah Perkins, comme tu l'as dit, genre ça dégage. Là on va parler de AC Green, c'est All-Star mais bon c'est border. Et Chet Walker et Billy Cunningham et Will Chamberlain sont à niveau All-Star. Je ne crois pas qu'ils font une saison tous les 3 All-Star. Encore une fois à l'époque il n'y a pas une compétition de dingue, mais Wilt et Chet Walker ensemble, ça oui. On a aussi dit Chet Walker avec Billy Cunningham, puisqu'après Will Chamberlain va prendre son avion en direction les plages de Los Angeles. Mais les 3 sont juste trop forts. C'est de la domination d'un trio mythique de Philly. Et pourtant, on a tendance à repenser à Al Greer avec Will Chamberlain. Mais plus je me suis documenté, quand on a fait le gros bouquin orange, plus je me suis documenté sur ce front de courte, et donc les gens qui parlent de ce front de courte, du côté de Philly et même les adversaires, plus tu disais, putain, les mecs, c'était chaud. C'était qui déjà le backup de Wilt à la fin des années 60 ? Tu me poses une colle, là. Il est pas là, Nate Thurmond. Non. Nate Thurmond, il a jamais joué à Philly. Où est-ce qu'on l'a foutu ? C'était Nate qui le backup Thurmond, de il a Wilt ? joué pour les San Francisco Warriors derrière Wilt. Il a joué en 4 au début, C'est ça. mais il a jamais joué du côté de Philly. Nate Faut que je Thurmond. revoie qui était en backup de Wilt, mais plus tu vois de témoignages sur la manière dont ces Sixers ont dominé, parce que on rappelle que Philly, comme tu l'as dit là tout à l'heure, arrête pas de buter sur Boston. Boston qui est une dynastie de zinzin hein, dans les années 60, donc pour essayer de choper un titre, accroche-toi. C'est 67 qui prennent leur titre. 67, ils prennent. 67 ils prennent leur titre et tout le monde est content. 67 sur une saison d'ailleurs où ils sont pas allés avec le dos de la cuillère, il y a 68 victoires. Enfin je veux dire c'est parmi les plus grandes saisons Ah non, c'est des beaux. all-time, la saison de ces Sixers-là et fin des années 60 avec Chet Walker et Billy Cunningham, le Kangaroo Kid et Will Chamberlain, que je pouvais pas ne pas foutre dans un front de courte dans mon top 10 all-time, font partie, je les ai mis en 5. C'est bien. Tu nous as mis James Ward, AC Green et Kareem. Kareem Abdul-Jabbar, 4 saisons ils ont fait ensemble. Évidemment, Worthy et Jabbar ont joué plus longtemps ensemble, mais AC Green n'arrive qu'à la draft 85. Donc c'est 4 saisons ensemble jusqu'à ce que Jabbar raccroche à 54 ans. Là. Non mais attends, c'est vrai. C'est pour ça que je l'aimais pas plus haut, hein, c'est parce qu'on est sur du Jabbar déclinant. Tout à fait. Si ces gars-là, ils avaient joué avec le Jabbar du début des années 80, attention. Donc c'est pas le cas. Il n'empêche qu'on a 4 saisons ensemble, on a 3 finales et on a 2 titres. Si je les mets quand même dans mon top 5, c'est parce que quand même dans ces 2 titres, il y a un MVP des finales qui est dans ce front de courte et qui est absolument monstrueux, qui fait des grandes finales, James Worthy, avec un Jabbar qui est encore... je veux dire, en 85, juste avant qu'Ac Green commence à jouer en NBA, il vient d'être MVP des finales, l'autre, et puis il n'est pas tout jeune. Donc... après, c'est vrai que ils avaient Magic Johnson dans le backcourt, donc on a parlé de Magic quand on a fait les backcourts, donc ça les empêche peut-être aussi de monter un peu au classement. Je vais pouvoir te compléter, je les ai mis en 4. Tu les as mis en 4, ok, d'accord. J'avais juste une question, enfin vas-y, je te laisse compléter. AC Green, l'infatigable, certainement le plus limité techniquement et tout, mais l'infatigable. D'ailleurs, on se demande encore comment il a été All-Star, excusez-moi. Ouais, franchement, je suis assez surpris qu'il ait été All-Star. C'est comme ça. Par contre, il avait un rôle bien clair entre 2 joueurs offensifs absolument incroyables qui foutaient pas rien en défense, mais qui n'étaient pas non plus des lockdowns. Il avait vraiment le rôle du mec dur, du mec tout le temps là, du mec régulier, discipliné, qui canalisait entre les deux et tout. Donc ça, comment dire ? L'ange du vestiaire. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que le mec a quand même vécu le Showtime de Los Angeles sans rater un seul match. Bref, AC Green, c'est quand même un délire l'autre. Hein. Et sans côtoyer la moindre fille de Los Angeles, alors que tous les coéquipiers de alors Magic qu'il Johnson... était coéquipier de Magic et de James Worthy. Ouais, et pas que. Hein. Ouais, enfin Magic et James... bref. On reparlera de meilleur duo de l'histoire. Voilà.
Donc non, moi c'est 5. C'est un grand front de courte avec arguably le plus grand pivot de tous les temps, le meilleur pivot de tous les temps. Hein. Un ailier fort, poste 3-4, James Worthy, qu'on a tous les deux autour de la place 50 là, dans nos top 100. Donc, pardon. Et Green n'est pas dans nos top 100, mais c'est un bon soutien bien sérieux et c'est pas non plus une tanche. La preuve, il a quand même réussi à être All-Star. Voilà, je les ai mis 5e. Je les ai mis 4e, donc je te laisserai après écrire ton 4 pour une interrogation simple. Kareem Abdul-Jabbar et James Worthy, Jamal Wilkes. Ouais. Je me suis posé la question avec Jamal Wilkes, figure-toi. Parce qu'en fait, Jamal Wilkes est là au tout début des années 80, lorsqu'on a notamment ce match des finales complètement dingue de Magic Johnson en saison rookie. Jamal Wilkes, tu sais, souvent on n'arrête pas de rappeler les 42 points, 15 rebonds et 7 passes de Magic Johnson à Philly. On oublie que Jamal Wilkes, il met quoi, 37-38 points sur ce match décisif. Il n'y a qu'un titre avec Jamal Wilkes, par contre. Enfin, dans ce front de courte là, je veux dire. Puisque Worthy n'est pas là. Puisque Worthy n'est pas là encore. Ouais. Donc en fait, c'est pour ça qu'il y a, comme par hasard, il y a Kareem Abdul-Jabbar en pièce principale. Ça, au début des années 80, il est là, il fait tiens, mettez-moi Jamal Wilkes et ta tante. Ouais. On va aller remporter un titre. On gagne. Ils vont quand même en finale et quand James Worthy débarque, tu as évidemment les finales de 84 où ils sont là et où ça perd contre les Celtics, et les finales de 85 où cette fois ça gagne. Donc quoi qu'il en soit, tu as Kareem Abdul-Jabbar dans le front de courte, ce qui va mener à cette décennie de dinguerie des Lakers puisqu'ils loupent quasiment jamais les finales. C'est quand qu'ils les loupent, c'est en 86 lorsque les Rockets ils loupent les finales, vont en finale. 80. Shit. 82 Rockets, 81, non, Rockets 82, Celtics. Ils sont champions. 81, Celtics, Rockets. Ouais, je crois, ouais. Moses Malone, Larry Bird, non, tout 83 ça. 81. Non, 83, c'est Sixers. Lakers. Ouais, non, c'est Lakers. Je pense que c'est 81. Ouais. Ouais, en tout cas, je les ai mis 4. Donc, tu vois, tu nous as mis qui en 4 ? LeBron, Bosh et Shane Battier. Pas assez mythique, pour moi ça monte pas plus haut. C'est comme ça. Ils ont joué 3 saisons ensemble. Shane Battier n'est pas là pour la saison 2010-2011. Donc sur les 3 saisons ensemble, ils vont 3 fois en finale. Il y a 2 titres. J'ai préféré Battier au Birdman. Je me suis référé à mes souvenirs. Je me suis référé au temps de jeu. Je me suis référé aux fins de match aussi. Je me suis référé quand même Shane Battier. L'intelligence défensive, les shoots à 3 points, il ouvrait le jeu. Il a des gros temps de jeu. Hein. Les campagnes 2012-2013, il a du vrai temps de jeu. Shane Battier, il est plus important entre guillemets en temps de jeu que Birdman. Il a permis d'être le complément parfait donc de LeBron sur le côté L et de Bosh sur le côté stretch. Alors ouais, du coup LeBron qui est un joueur all-time et Bosh qui est quand même autour des places 80 ou je sais pas combien dans nos classements all-time, et le pauvre il s'est quand même fait arrêter sa carrière plus tôt que prévu, hein. C'est comme ça. Probablement que Chris Bosh aurait grinté des places dans nos top 100 si il avait fait une carrière jusqu'au bout, hein, franchement. Mais bon, c'est pas le cas. Du coup, je savais pas que Rocky mettre, c'est pour ça aussi que ça rentre pas sur le podium. Mais sinon, la base LeBron Bosh, s'ils avaient pu avoir le compagnon de front de courte, tu vois qu'il faut, je pense que ça grattait bien le podium, je pense. Tout à fait. Parce qu'ils sont all-time. Hein. LeBron Bosh, c'est all-time hein, dans un front de courte. Hein. J'y arrivais pas. Le niveau de LeBron à lui seul justifie le fait de le faire entrer dans le top 5. J'arrivais pas à le faire passer devant le front de courte des Lakers, que je trouvais un peu trop mythique et fort. Mais le meilleur joueur dans son prime à ce moment-là, c'est LeBron dans ce trio, puisque Abdul-Jabbar Abdul-Jabbar surtout, le prime est un petit peu en sorti. fait, c'est les Lakers, c'est ça, c'est le côté genre le meilleur joueur, il est pas dans le front de courte. Alors que là, clairement, à Miami, le meilleur joueur, il est dans le front de courte. Et du coup... je vais me resservir d'ailleurs de cet argument pour mon classement de podium. Voilà, quand le meilleur joueur de l'équipe n'est pas dans le front de courte, ça recule. Ouais, en même temps, c'est admirable parce que ça veut dire que c'est un front de courte qui fait du super travail. Et en même temps, tu te dis, bon, mais d'accord, mais ils avaient Magic Johnson, ou tout à l'heure, tu as parlé de Gasol au dôme, ils avaient Kobe quand même dans le backcourt. Enfin, tu vois, genre, c'est pratique, quoi. Hein, genre, ils avaient Michael Jordan, par exemple. Ça aide bien, hein. Ça permet de gagner des matchs. T'as mis qui en 3? Ah, tu sais quoi, on va... Ouais, c'est bon.
J'ai pas à écrire. Nous sommes d'accord avec Alex. Numéro 3 all-time, Pippen, Rodman et Kukoc sur le podium des meilleurs front court all-time. Et, comme tu l'as souligné tout à l'heure, nous ne sommes pas... Je l'incline un peu comme ça, les gens ils sont en mode... Non, t'inquiète, en incliné comme ça, t'as pas la light. Non, mais je crois qu'avec le noir, ça passe bien. Parfait, magnifique. Nous ne sommes pas sur 3 titulaires. Non, nous ne sommes pas sur 3 titulaires et nous n'avons pas le meilleur joueur de l'équipe dans le front court. Donc 2 choses qui font les laisser que en 3. Donc c'est dire aussi comment il était fort ce front court par contre. Parce que sans avoir... Donc Kukoc, Kukoc était un 6e homme. Donc par définition pas titulaire. 3 saisons ensemble, 3 titres. Simple. Voilà. Merci patron. Une complémentarité absolument dingue. Ça marchait fort, hein. Complémentarité dingue. C'est-à-dire que Kukoc n'était pas un grand défenseur, mais il savait quand même faire les efforts minimum. Ouais. Et comme il avait Pippen et Rodman qui, eux, au niveau défensif, je vous laisserai consulter nos top 10 des extérieurs défensifs ou des intérieurs défensifs, on ne sait pas trop dans lequel mettre Rodman. Il rentre ou des têtes brûlées, spoiler, il rentre dans les 2 top 10. Ou des gens qui rendent fous. Voilà. Je veux dire, t'as 2 des meilleurs défenseurs de tous les temps à côté de toi, et tu es un génie croate. Bah ouais. Ça donne un putain de front de courte de malade. Mais c'est hyper complémentaire en plus parce que comme tu le dis, défensivement, tu te fais rattraper, mais alors après en playmaking, je veux dire, s'il y a besoin justement de compter sur le playmaking de Kukoc pour justement aider, parce que Rodman va pas faire du playmaking, on va pas se mentir. Non mais Pippen pouvait, en plus ils avaient 2 joueurs. Pippen pouvait, tout à fait, mais donc tu veux shooter à 3 points, tu peux défendre, tu veux être... Je veux dire, encore une fois, hashtag dans la NBA actuelle. Oh bah là, ce front de course là, oh là, les massacres. Et ce qui est assez intéressant, et c'est aussi pour ça que je le garde sur mon podium, c'est que ce soit lors des playoffs de 96, je viendrai après sur les playoffs de 98, mais playoffs de 96 et playoffs de 97, nous avons ici 3 des 4 plus gros temps de jeu de l'équipe. Je vous laisse deviner qui est le 4e plus gros temps de jeu, enfin pas 4e, mais qui complète le quatuor des temps de jeu. Steve Kerr. Voilà, Michel. Donc quand même, ça veut dire qu'au coach, il y avait du gros temps de jeu. Les playoffs de 98, pour moi, c'est le prime de ce trio, avec Kukoc qui a vraiment des grosses minutes et tout. En 97, limite 196 qu'il est plus discret ce trio. En 97, il y a quand même, pardon, mais la série de finale, le titre, elle se finit par quoi déjà ? Ah oui, une interception de Scottie Pippen et un dunk de Kukoc. Tout à fait. Putain, quand même. Ils sont trop forts les 3, ils sont ultra interchangeables. C'est une horreur à devoir affronter parce que tu sais que ça va être la merde. Ça ne peut pas non plus monter plus haut parce que les 3 sont pas All-Star. Hein. Non. Rodman l'a été en carrière, il a été All-Star. Il portait un peu une autre tunique. C'était de l'autre côté de la rivière, comme on dit. C'est ça. Kukoc n'est pas All-Star, il est quand même 6e homme de l'année. Rodman est encore meilleur rebondeur de la ligue. Tout à fait, mais c'est ce qui fait qu'ils peuvent pas monter plus haut, c'est que aussi, genre, le prime de ces 3-là, il n'est pas vraiment ensemble. Par contre, tu as 3 titres en 3 saisons. Et lorsqu'il fallait finir le business, tiens, envoie Rodman sur Malone et puis va faire chier avec Kukoc sur les lignes extérieures. Et puis tiens, avec Pippen. Et puis Kukoc, tu vas nous finir tout ça avec ton génie. Qu'est-ce que tu veux faire ? C'est trop compliqué. Front de cours de taré. Ouais, c'est vraiment des malades. C'est peut-être celui qui aurait pu s'adapter à n'importe quelle génération de basket. Genre tu le fais jouer dans les années 70, 90, 2010. Shit, whatever. T'envoies ça n'importe où. Je vais mettre le numéro 2. J'espère que du coup on a le même numéro 2 parce que sinon c'est quand même le plus gros troll de l'histoire de cette chaîne. Oh bon. Non. Je vérifie. Quand même, t'as de l'amour fraternel. Non. Comment il s'appelle déjà? C'est ça. What the fuck? Décode. Numéro 2. Elle me fait pas ressortir la tablette, hein, parce que sinon je te dis ça va être un blasphème. Dr. J, Bobby Jones, Moses Malone. Nous sommes à Philadelphie dans les années 80. Voici le front de court numéro 2, all time. Nous sommes d'accord. Ouais. Incroyable. On a 2 joueurs qu'on a mis dans notre top 20-25 all time. Notre top 30. Parce que top... Ah bon, t'es pas dans tes 25, Julius? Si, mais je crois qu'on va déborder, je vais voir. Ah ouais? Moses, il est dans le top 15. Moses, il est top 15. Hein. Top 15, et je pense que Julius, il est dans le top 25, non? Ça va mieux, mais... Merde alors. Ok, en tout cas, ça joue bien. Yeah. Ça s'est joué au basket. Hein. Moi, je vous le dis, ça rigolait pas. Non, mais
belle complémentarité. Déjà, ça c'est le premier truc très important. Un vrai ailier. Julius 25 et 24. Ah, tu vois, alors. On est en bordure de 1. Mais c'est vrai, craque. On y est. Ils ont 4 saisons ensemble. On a Julius Erving qui est un pur poste 3. On a Bobby Jones qui n'est pas forcément titulaire, mais qui joue des énormes minutes. C'est lui le complément du front de courte avec Julius Erving et Moses Malone. Il a du gros temps de jeu, il finit les matchs, c'est complément impeccable de Julius sur les ailes. Bobby Jones, c'est un soldat, c'est un soutier, il a peur de rien. Un des meilleurs défenseurs de l'histoire de la NBA. Ouais, il permettait à Julius Erving de moins se concentrer sur les tâches de ce côté du terrain et d'aller faire son show de l'autre côté, ce qui n'était pas pour déplaire à tous les fans de NBA en général et de Philly en particulier. Et puis dans la raquette, quoi. Prime Moses. T'as Moses fucking Malone, quoi. T'as 25-15. Bonjour. C'est la mi-temps. Ouais, voilà. C'est ça, c'est bonjour. Oui, voilà, je vais prendre le rebond. Oui. C'est moi. Rebond offensif et tout. L'ami Julius, il n'était pas dégueu au rebond. Il est encore à plus de 20 points par match, même s'il a déjà un peu des saisons dans les pattes, en 83 notamment, quand ils sont titrés. Moses arrive. C'est ça. C'est pour ça qu'ils ont que 4 saisons ensemble. C'est pour ça qu'ils ont que 4 saisons ensemble, c'est parce que Moses arrive de Houston et tout, machin. Et que Julius est en train de vieillir. Et que Julius est... Voilà, exactement. Mais ce front de courte, trop dominant. Il est trop fort. Moi, j'ai un coup de cœur immense pour Bobby Jones depuis des années parce que c'est un défenseur ultra sous-apprécié qui va faire tout le sale travail à Philly, de la All Defensive Team. T'en veux, t'en as. Du travail de l'ombre, t'en veux, t'en as. Et à côté, il faut bien ça parce que à côté, le flash de Julius Erving prend trop de place. Donc tu peux pas faire plus et plus et plus égale plus. Il faut qu'il y ait aussi un équilibre. Et donc Bobby Jones, il est parfait dans ce sens-là. Il est grand, il est mobile, il va accepter de faire les choses. Julius, on est en fin de carrière. C'est pour ça aussi qu'ils peuvent pas les détrôner, les types qui sont en 1. C'est que Julius, c'est un petit peu le dernier chant du cygne. Ouais, c'est pas que pour ça, même. Non, tout à fait. Pour plein d'arguments qu'on va sortir en 1, tout à fait. Mais le prime de Moses, on peut l'attribuer à Houston, mais là, à Philly, il débarque, il est trop fort, il gagne le titre dès la première saison, c'est impeccable. J'ai même envie de pousser le vice encore plus loin. Ils font donc 4 saisons ? Ouais, 4. Ils font 4 saisons. Savez-vous qui est dans le front de courte de Philly lors de la 4e saison ? C'est-à-dire comment ça ? Moses Malone, Julius Erving, Charles Barkley. Ouais. Et Bobby Jones. Ouais. Stop. Pliez les baillages. Charles Barkley, donc dans sa 3e saison NBA, il est déjà à 20 points de moyenne. Ah ouais. Parce qu'il est dingue. Et donc là, tu as la dernière saison de Julius Erving où tu as Moses, Charles Barkley et Julius Erving avec Bobby Jones qui vient aider derrière. De toute façon, il l'a dit, Barkley. C'est dingue. Non, mais je veux dire, discours d'intronisation Hall of Fame, allez le voir, le discours d'intronisation Hall of Fame de Barkley, il le dit. Bien sûr, c'est Moses qui a eu le plus gros impact. Il a Moses sur scène et il a Julius. Hein. Tout à fait. Vous vous rendez compte ? Je veux dire, là, sur cette saison-là, là, on va reparler après du 1. Mais je veux dire, le 1, il peut se faire potentiellement bouffer par le trio Barkley, Julius, Moses Malone. C'est une dinguerie. Ils sont pas tombés sur la bonne saison. Faut faire ça. Parce que si tu parles de la 85-86, c'était un petit peu compliqué. C'était une autre manière de faire, puisque le numéro 1 all-time, absolument indéniable. Et je pense que la plupart des gens ont pensé à ce trio, j'espère, lorsque le titre de la vidéo est tombé. Nous sommes évidemment sur une ambiance verte. Larry Bird, Kevin McHale, Robert Parrish. Le Big Three. Ouais. Le front de courte des Celtics des années 80. Ouais. J'ai une proposition à te faire. Il n'y a aucun cas où tu mets pas ces gars-là en 1. Tout à fait. Peut-on rappeler aux gens comment obtient-on 2 des 3 joueurs de ce front de courte avec Parrish et McHale en un trade. Un des transferts les plus dingues de l'histoire de la NBA. Red Auerbach. Il a fait dis donc. Alors écoute-moi, regarde bien. Qu'est-ce qu'il envoie ? Je me rappelle même plus. Prends Joe Barry Carroll et puis je gère le reste. Il n'y a pas que ça. Il y a d'autres trucs. Regarde mes mains. Il y a des gitanes et un Hop, là, je vais te prendre McHale. Là, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre les tours de draft et Robert Parrish. Non, c'est l'inverse. Ouais, bref. C'est un trade. C'est un des soirs les plus déterminants de l'histoire de l'NBA en termes de transfert. Larry Bird dans le coin et tu vas ajouter McHale et Parrish et tu as la création du meilleur front de court de tous les temps. 12 saisons. Ils ont joué ensemble. Mine de rien. 12 saisons, ils ont joué ensemble. 3 titres. 81, 84 et donc 86.
intercalé avec en gros les Lakers, en gros. De la finale. Et les mecs d'avant, là, 83, qu'on vient de citer. Il y avait des fronts de cours dans les années 80. Les années 80, ils faisaient pas bon se balader sous les cercles. On parle souvent des années 90, mais putain, les années 80... Il y avait des baobabs et des gros monstres dans tous les coins. Si tu faisais moins de 1m95, tu prends la balle, tu la remontes et t'installes le système. Tu fermes ta gueule. Merci. C'est clair. Là, on est vraiment sur... Évidemment, c'est le meilleur front de cours de tous les temps. Déjà parce que Larry Bird est un vrai poste 3, même s'il a glissé un peu en 4 par moment. Et que c'est pas n'importe quel poste 3, c'est le deuxième meilleur ailier de tous les temps. On est d'accord ou pas? Au moment où on parle. Au moment où on parle. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui et sont il ne s'agit pas de le faire commentaires. remonter en 1. Ne vous enflammez pas. Là, voilà. Voilà, il y a des gens derrière, ça pousse fort. Ça pousse fort, hein, putain. Ça pousse très 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 fort. C'est clair. En attendant, c'est quand même Larry Bird, quoi. Oh. C'est l'ailier, l'un des joueurs les plus intelligents de tous les temps, l'un des meilleurs shooters, un joueur qui savait tout faire. On va pas refaire le portrait de Larry Bird. Et il jouait avec quoi? Il jouait avec Kevin McHale, qui est l'un des meilleurs joueurs au poste de tous les temps. Et qu'on a mis dans nos classements de footwork et de quand on avait fait les gestes indéfendables et tout ça. Enfin, Kevin McHale, mine de rien, en scred, il sort dans les top 10. Hein. C'est un nom, il sort dans les top 10. Alors, qui à la base dans est les top 10 remplaçant. de coach, c'est vrai qu'il sort pas trop. Ni GM. Oh putain, oui. Oh, c'est vrai que c'est presque pire limite que coach. Je sais pas ce qui est... Il est remplaçant à la base, hein. Oui, à la base. Mais tu sais que... Mais très très vite, on a vite Et même compris. remplaçant, il finissait déjà bien les matchs. Ouais, bien sûr. Et puis, Robert Parrish, The Chief, au poste de pivot. Donc, tu as un vrai pivot, un vrai poste 4 technique qui joue sous les cercles, un vrai pivot costaud, rebondeur, défensif, avec un petit jumper mi-distance pas dégueu. Et tu as Larry Bird, tu as 3 Hall of Famers. Voilà. Moi, je préfère être clair, il y a une distance. Il y a eux, et après, on fait le top 10. Parce que t'as fait plus de 10 ans ensemble. T'es iconique. Les trois tous les critères. T'as 3 titres. Les 3 ont été All-Star en représentant leur franchise. Je veux dire, on a le prime d'un des 10 meilleurs joueurs de tous les temps. On a le prime... Vu qu'ils ont passé autant de temps ensemble, on a leur prime tout court. Voilà, pareil, il était passé par les Warriors. Je suis pas content. Ah non, j'ai ils un ont fait Boston. leur prime ensemble, les Ils trois, ont fait ça, leur c'est prime clair. ensemble. Oui, oui. Et les 3 sont liés à l'un et à l'autre. Lorsqu'il y a le rassemblement des NBA 75 et qu'on voit juste Parrish et McHale qui sont ensemble, on se dit où est Bird? Si t'as Bird et McHale, on cherche Parrish. Si t'as Bird et Parrish, on cherche McHale. Ouais. Les 3 sont trop liés. D'ailleurs, quelque part, tu en faisais l'allusion avec la saison 86 où en fait il n'était pas bon vivre d'affronter les Boston Celtics au basketball à l'époque. Vous rajoutez Bill Walton au front de courte. Rappelle-moi le bac courte. Non, bien sûr. Et puis, L'équipe était ouf. bien sûr, et puis Maxwell, c'est pas un meneur de jeu, hein, donc avec Cédric, ils étaient bien contents aussi. Non, mais c'est... Quand tu lances ce top 10, je sais pas toi, mais tu mets Bird, Parrish, McHale, et puis après tu vois qu'est-ce Tu regardes. Trop mythique, trop complémentaire, des titres, longévité. Il a fallu, en termes de trio, là je suis même plus dans les fronts de courte, je suis en trio global. Ouais. Il a fallu que Tony, Manu et Duncan jouent 200 ans. Ouais, c'est ça, genre 16 ou 17 saisons ensemble pour détrôner ce trio-là en termes de nombre de victoires. En playoff et tout, c'est Tu chaud. vois? C'est chaud. Genre Tony, Manu et Duncan, je crois qu'il leur a fallu 4 saisons entières de plus pour détrôner Bird, Parrish et McHale en termes de win ensemble. C'est un délire. Donc bon, voilà. C'est vrai que quand on fait les trios, et vous pouvez aller le voir en effet sur la chaîne, lorsqu'on fait les Big Three, on va avoir souvent des associations liées forts, C'est meneur rare que les arrière, 3 soient sans pivot. fond de courte. C'est le C'est le meilleur, c'est le seul. Dans notre top 10 des Big Three, franchement... Ouais, faut que je le revoie, mais je pense que... Moi aussi, parce que et d'ailleurs c'est plutôt logique. Ouais, La pas mal logique d'années, veut que tu aies au moins un arrière, ou alors tu as deux joueurs externes et un joueur vraiment intérieur. Enfin, tu vois, genre, c'est la logique, quoi. Mais là, on allait pas mettre Amel Carr ou Danny Ainge. Hein. C'était sûr que c'était Parrish, Bird, McHale. C'est les 3, ils sont trop forts. Ils ont trop marqué l'histoire de la NBA. Et c'est une évidence. C'est un de ces top 10 où en fait il y a un 1 et après on voit. Oui. Dans la NBA actuelle, comme tu as dit, parce que on va mettre un point final à tout ça. Dans la NBA actuelle, on se penche sur celui des Bucks. Parce que Giannis et Middleton peuvent vraiment faire des bêtises long terme ensemble. On se penche sur celui des Bucks.
À Miami, il y a Butler et Bam, mais ça me semble quand même un petit peu courti, hein, quand même. On est d'accord ou pas? Hein, on est quand même d'accord. Ça aurait été bien que LeBron et AD, ça marche plusieurs saisons de suite. Ouais. Parce qu'il y avait la base. Hein. Bah, Oh là t'as là. 2 joueurs all-time. Ouais. Donc, à voir ce que tu leur associes. Mais voilà. Malheureusement, ils ont vraiment fait qu'une vraie bonne saison ensemble. Donc ça va être trop court. Ouais. Désolé. Ça va être trop court. Enfin, Je pense à d'autres garçons, mais je vois pas trop. Parce qu'après, les autres gros qu'il y a, Embiid, sortez pas Tobias Harris et Michel. sortez pas, Ça s'il va. vous plaît. Carl Anthony Towns. ça Tybull, va. Tobias Harris, Embiid. Ouais. Jokic, MPJ et Sinon, t'as et le Will Barton. Barton, Ouais, Aaron c'est- Gordon, Jokic. Ça va y venir. Un classique du Tottenham All Time. Ouais. Non, je pense que c'est un Non. peu compliqué dans l'ère actuelle. T'es tellement obnubilé par les ailiers et les arrières que c'est compliqué de voir des fronts de court dominants. Il y en a actuellement. Il n'y a pas actuellement une équipe qui est vraiment. Je dis, waouh, leur front de courte, il écrase tout à chaque fois, quoi. On cherche plutôt justement cette complémentarité. On a besoin de ball handler, donc à moins d'avoir des Jokic ou des LeBron, des gars comme ça dans le front de courte qui jouent comme des meneurs, c'est quand même plutôt rare. Sinon, c'est. Voilà, faudrait voir Allen Mobley, à suivre. Allen Mobley. Allen Mobley au Coro. allez. Okoro, Allen Mobley. Ouais, doucement. Non, mais doucement, attends, c'est quand pour les même. fans des Cavs, pour qu'ils se fassent kiffer. Non, s'il y avait demain un Paul George Kawhi avec un vrai pivot, tu vois, Ivica Zubac. ça peut donner. J'ai dit un vrai. Enfin, il est sympa, Ivica Zubac, j'aime bien, mais ça va être compliqué de le faire rentrer dans un top 10. Mais par contre, Paul George et Kawhi, si tu leur associes un intérieur, tu vois, il y a quelque chose à chercher. Ah, il y a 3, 4, 5 à faire. Ouais. Voilà. C'est à peu près tout. Hein. C'est déjà pas mal. Parce qu'on a été bons, on a été pas mal. On va montrer le gros tableau. Allez, Léonce, voici le classement du top 10 all-time des meilleurs front courts. Dites-nous, vous, qui vous avez dans vos meilleurs front courts de tous les temps, est-ce que vous en avez de la NBA actuelle? C'est la question qu'on se posait, on a tout décortiqué et non, de notre côté, il n'y en a pas. non, on n'a pas rentré. On verra s'il y en aura d'autres. Dans tous les cas, on va vous faire plein de bisous. On va vous rappeler que vous devez envoyer vos suggestions de top 10 all-time, comme d'hab, On les dans regarde. les commentaires. On les J'en ai regarde. vu à des fond. biens là récemment. Là. Yes, de Il y en ouf, a on une est ou deux qui me reparti. tentent. Ah bah pareil, on est reparti pour une grosse fournée, je vous préviens. On va vous souhaiter une excellente semaine, plein de bisous. On se retrouve dans les commentaires. Et à lundi prochain pour un prochain top 10 Allez, all-time. ciao, ciao, bisous. Bisous, Ciao. ciao.